soir. Et on aurait pu être davantage, mais malheureusement, la plus grande des salles du trèfle est actuellement en travaux. Nous faisons donc ce soir la deuxième conférence du nouveau cycle consacré à apprendre et à enseigner. La première conférence, c'était l'école d'hier à aujourd'hui, avec une conférence de M. Chanté qui est dans la salle. Les remerciements vont évidemment au trèfle qui nous propose cette salle avec des conditions particulières et bonnes. Je voudrais remercier aussi donc Jean-Marc du trèfle, Julien qui a fait l'installation et Chloé qui s'occupe de la salle ce soir. Je voudrais également saluer Madame Bierry du mémorial de Schirmeck et son assistante qui s'appelle Mélanie Alves, je crois. J'ai bonne mémoire. Je ne peux pas saluer les politiques. En principe, on leur réserve toujours 2-3 places, mais avec les politiques, surtout en ce moment, on ne sait pas trop s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas. Le sujet que nous allons aborder ce soir est méconnu, et pourtant d'une étonnante actualité, car il se reproduit actuellement en Ukraine. Il concerne la jeunesse qui constitue l'un des enjeux majeurs de tout régime totalitaire qui cherche à l'encadrer et à la formater dès le plus jeune âge. C'est le thème de la remarquable exposition du mémorial d'Alsace-Moselle intitulée « Intoxiqué, la jeunesse sous la botte nazie », dont l'objectif est de faire comprendre le fonctionnement de la mise au pas de la jeunesse dans un régime totalitaire. C'est vraiment une très très belle exposition, elle est bien faite intelligemment, elle est même faite à hauteur d'enfants, et donc n'hésitez pas à emmener vos enfants pour la voir, c'est vraiment très très intéressant. Donc cette exposition s'appelle « Intoxiqué, la jeunesse sous la botte nazie », dont l'objectif est de faire comprendre le fonctionnement de la mise au pas de la jeunesse dans un régime totalitaire. Elle illustre intelligemment les nombreux artifices utilisés pour fabriquer des individus dociles, soumis, sans esprit critique, mais fiers de s'affubler des nombreux oripeaux du nazisme. Pour amplifier le processus, il fallait un personnel enseignant convaincu par cette idéologie et apte à poursuivre le travail de bourrage de crâne. Pour cela, on va procéder dès octobre 1940 à une reconversion professionnelle et un reconditionnement idéologique obligatoire qu'on appelle Umschulung des enseignants et des élèves. C'est le thème de la conférence de ce soir. La Umschulung concerne directement l'institution scolaire et deux publics. Le premier, ce sont les enseignants eux-mêmes, qui sont de deux catégories, les Badois qui vont venir enseigner dans les écoles et les diriger, mais aussi les Alsaciens. Pour s'assurer de leur docilité parfaite, la nouvelle administration les soumet à une reconversion professionnelle et à un reconditionnement idéologique. Sauf exception, les formations puis les affectations se déroulent hors Alsace, comme dans le pays de Bade. Le deuxième public, ce sont les élèves. Et là, on peut dire que du jour au lendemain, l'école change du tout au tout. Avec le recul, on peut se demander si à la rentrée de 1940, enfants, adolescents et parents reconnaissent leur école primaire, leur collège, leur lycée. La dictature nazie, comme elle sait souvent le faire, agit vite et réorganise la vie publique selon ses propres normes. Comme je l'ai dit, la période est complexe, pour l'essentiel méconnue, mais aussi propice à des découvertes intéressantes. Pour en parler, nous accueillons ce soir un spécialiste incontesté, auteur de nombreux articles et de plusieurs livres, historien mais aussi sociologue. Après avoir étudié les archives, il s'est également intéressé à ce qu'il appelle l'histoire orale, pour essayer à travers des enregistrements, des entretiens, d'analyser le vécu et le ressenti des témoins de l'époque et des conséquences sur leur vie professionnelle et personnelle ultérieure. J'ai le plaisir de saluer le maire de Molsheim, qui est fidèle à sa tradition. Sa curiosité, toujours active, stimulée par notre invitation, ont amené monsieur le conférencier de ce soir, tout récemment, à mettre la main sur des documents d'archives du dossier Bezirksschulamt Molsheim à Fribourg, avec plus de 500 nouveaux documents dont il va nous donner la primeur ce soir. Par ailleurs, il a en sa possession la liste de 2500 noms d'enseignants alsaciens en Umschulung et de 1550 enseignants badois ayant exercé en Alsace.
Donc il est pour la Umschulung ce que Louis Schlefly est pour la liste de curés, etc. Pendant sa carrière, M. Morgan a d'abord fait de la coopération en Tunisie en 1967 jusqu'en 1970, puis il a été enseignant dans le Sungo à Alkirch en Moselle. Il a ensuite passé son concours d'inspecteur, nommé inspecteur à Colmar. Il a été appelé au rectorat pour participer au dispositif bilingue vers 1990. Il a fini sa carrière comme professeur à l'Institut universitaire de formation des maîtres. Donc je vous demande de l'accueillir chaleureusement, M. Daniel Morgan. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Une assemblée aussi nombreuse, c'est assez rare quand on parle de l'histoire. J'étais aux archives départementales du Bas-Rhin en juin dernier, 30 personnes, il faisait chaud et lourd. Peut-être est-ce cela qui a fait que l'assistance était moins nombreuse. La salle était quand même climatisée et c'était aux archives. Alors vous voyez, Molsheim bat tous les records. Merci, bravo. Donc la carte que vous voyez là, c'est la carte du Gau Oberrhein, c'est-à-dire ce Gau jamais vraiment constitué, mais quand même connu, composé de l'Alsace annexée et du Bade, qui était déjà un Gau depuis 1933. Et la carte que vous voyez, c'est pas une carte, c'est pas n'importe quelle carte, c'est la carte du professeur Frommer, un géographe qui a composé un atlas publié en 1941 ou 1942. Et cet atlas, bon, j'ai réussi à mettre la main dessus, j'en ai un exemplaire à la maison. Voilà un extrait. Alors, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est bien que la Umschulung? Je précise que je parle un peu en historien, un peu en linguiste, mais pas en sociologue. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas sociologue. Je ne fais pas concurrence à Edgar Morin. Lui, il a 100 ans et plus maintenant. Je suis un peu plus jeune aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que la Umschulung? Tous les enseignants, ils sont astreints. Tous les enseignants, alsaciens bien sûr, hommes et femmes. Pour les femmes, il y aura quelques mesures spécifiques, c'est-à-dire qu'elles pourront peut-être la faire seulement en 41, voire en 42. Il y a des stages pour les femmes mariées, des stages qui se déroulent exceptionnellement en Alsace même, tandis que les hommes vont tous, et les jeunes bien sûr, vont tous aller en Bade dans des sites très différents du nord au sud, depuis le Rach jusqu'à Mannheim, et en passant par Heidelberg et Karlsruhe, Freiburg, Offenburg et puis Baden-Baden, bien sûr, et d'autres encore, où ils sont vraiment geschult, hein, à fond, formés à fond, à la fois pédagogiquement, mais ça c'est professionnellement, c'est la moindre des choses, mais aussi idéologiquement. Bien sûr, l'enseignement allemand n'est pas le calque de l'enseignement français, aujourd'hui toujours pas. Les enseignements sont très différents, les coutumes, les disciplines, la didactique est très différente, donc il faut bien que apprendre cela. On n'apprend pas la multiplication, par exemple, de la même façon, ou les nombres, les fractions et les nombres décimaux de la même façon qu'en Alsace, encore aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc là, ils ont une Umschulung de 3 mois en général, et à la fin de cette Umschulung, dès janvier 1941, ils sont détachés en Bade, à Kortot, dans un établissement badois, où ils vont donc enseigner au moins 2 ans, parfois pendant toute la guerre. Il y a des hommes qui sont restés toute la guerre, d'autres, des plus jeunes hommes qui sont partis à l'armée, bien sûr, c'était la comparaison de force, et les femmes, les jeunes femmes, sont restées aussi toute la guerre en Bade, et elles sont revenues en 1944-1945 comme elles ont pu. Donc, il y avait aussi 2100 enseignants alsaciens d'avant-guerre de 1939 qui ne sont pas revenus
en 40, donc il manquait à l'appel, parce qu'il ne voulait pas revenir dans une Alsace annexée sous le régime nazi. Donc en fin de compte, il manque énormément de pertes d'hommes et de femmes dans l'enseignement. Quand on sait que les sœurs congréganistes et les hommes, les religieux congréganistes aussi, avaient été interdits d'enseignement pratiquement dès juin-août 40. Oui. Donc il manque beaucoup de monde dans les classes. Les Alsaciens doivent partir, il faut les remplacer par des Badois. Il y aura moins de Badois que de postes vacants, ce qui fait que les classes, les élèves dans les classes, le nombre va augmenter. Il y a parfois même des alternances matin, après-midi pour les élèves, comme par exemple à Ilzach, autour de Mulhouse, ça c'était documenté. Donc le nombre réel d'enseignants qui ont été pris dans la Umschulung est au moins de 2500, parce que c'est le nombre que j'ai retrouvé, mais il est probablement beaucoup plus nombreux, donc j'ai estimé à 3500 le nombre d'Alsaciens qui ont pris leur bagage pour aller se faire voir dans une école badoise. Merci, tu peux passer. Alors, Umschulen. Donc, je vais rapidement faire une présentation générale avant de passer au sujet plus précis que je vais traiter ce soir. Qu'est-ce que c'est Umschulen? Schulen, c'est enseigner, faire former à l'école. C'est radical, c'est Schule. Vous avez compris. Umschulen, ça veut dire reformer, reconvertir, redimensionner. Et les bâtiments, en général, changent d'affectation. Souvent même, les bâtiments scolaires sont réquisitionnés, les écoles doivent se reloger ailleurs. L'armée réquisitionne, ou bien, par exemple, l'école normale de Colmar n'est plus école normale en 1940. C'est l'orphelinat qui avait sur l'école, la Lehrerbildungsanstalt à Colmar. Et c'est une école, un lycée commercial qui va occuper les locaux, comme ça par hasard. C'est le premier venu qui prend la place. Les écoles changent de nom. À Molsheim, elles n'avaient peut-être pas de nom précis au point de vue comme l'école Maurice Barrès, par exemple. Mais en tout cas, à Strasbourg, le lycée du Quai du Dragon s'appelle la Kriemhilde-Schule, c'est une école de filles. Et des Horst-Wessel-Schule, à Mulhouse en particulier, enfin il y en a un peu partout, et des Schlageter-Schule, enfin il n'y a pas de Hitler-Schule, mais il y a les Hitlerplatz. La Hitlerstrasse, c'est la rue principale de chaque commune, bien sûr. Il y a de nouveaux chefs d'établissement, ça on le verra tout à l'heure, un nouveau système scolaire, on le verra aussi, et de nouveaux programmes. Tu peux passer. Alors, on passe à Molsheim. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans mon livre, j'ai toujours traité toute la question scolaire et la question des enseignants. Maintenant, quand M. Müller m'a invité pour ce soir, j'ai dit tiens, Molsheim, ça serait intéressant de voir plus précisément ce qui s'est passé à Molsheim. Et un collègue, un collègue badois, m'a dit mais tu sais qu'il y a le dossier de Molsheim au Staatsarchiv de Freiburg. J'ai dit non, je ne savais pas. Et voilà. Alors je suis allé à Freiburg il y a un mois et j'ai revu ce dossier, il est assez épais. Il est surtout très intéressant parce qu'il va nous montrer quelque chose que je n'avais pas pu voir complètement sur dossier jusqu'à présent, c'est-à-dire la transformation du système scolaire à travers la Hauptschule, on verra tout à l'heure, et à travers les Berufsschulen, on verra ça aussi, appliqué à un cas précis. Mais d'abord, qui est-ce qui nous dirige? Qu'est-ce qui dirige les écoles? Vous voyez là qu'il y a un Robert Reuport qui vient de Mannheim. Il habite quelque part à Mannheim, dans un quartier fleuri de Mannheim. Et il s'installe le 15 octobre 40 à Molsheim. Il est né en 1914. Il est né à Langensalza, Bad Langensalza, en Thuringe.
dans les environs. Et le plus curieux, c'est qu'il se fait conduire par un de ses collègues, parce que lui n'a pas le permis de conduire, il n'a pas de voiture non plus. Aujourd'hui, ce serait impensable. Mais en 39-40, c'était comme ça. Et la petite histoire dit aussi que le Bezirksschulamt, c'est-à-dire l'inspection du district de Molsheim, qui couvre un territoire assez important, on le verra tout à l'heure, et a sa petite flotte de voitures, de véhicules, et l'essence est payée directement, c'est tout bénéfice pour des inspecteurs. Mon collègue chantier me dirait que nous, on n'a pas connu ça. Hein. Alors, en mars 1943, il est muté à Wissembourg et se rapproche de son domicile à Mannheim. Voilà ce qu'on sait de lui. Ce n'est pas un fanatique. Il essaye de passer entre les mailles du filet. Il est fréquemment invité, quand il arrive à Molsheim, par l'armée, par d'autres instances. Et par exemple, il y a le Bunter Abend, qui est une invitation au Gasthaus Fischer à Molsheim. C'est le Wehrbezirkskommando, donc le commandement militaire de Molsheim, qui invite au Bunter Abend. Et bon, il y a un Wunschkonzert, on danse aussi. Mais dans certains cas, Rupert dit non, je n'ai pas le temps. Demain matin, je me lève très tôt, je ne peux pas venir. Je suis absent. Enfin bon, il essaye de passer entre les mailles du filet. Ce qui ne sera pas toujours le cas pour son successeur. Voilà, vous avez son texte allemand, ce qu'il écrit. Ich habe meinen Dienst in Molsheim am Dienstag, den 15. Oktober 40 angetreten. Mit mir kam der Hauptlehrer Ludwig Krumm als Fahrer, der einen Wagen besitzt. Voilà, merci. On passe, merci. Donc, il y a tout bénéfice pour les Badois de venir exercer en Alsace. Ils ont des Beförderungsstellen, donc il peut monter en grade. Il devient inspecteur, par exemple, et il est exonéré d'impôt sur le revenu. Tous les fonctionnaires qui sont dans l'Est-Gebiet, dans le territoire d'Occident, de l'Ouest, comme la France occupée, ne vont pas payer d'impôts, mais l'Alsace fera partie, pour une fois, de ces territoires. Elle est détachée de la France, mais elle va être traitée de ce point de vue-là comme la France. En même temps, il serait peut-être mobilisable, au moins pour un poste d'auxiliaire, mais il réussit à se faire porter, à faire ajourner l'incorporation. C'est ce qu'on appelle la Unabkömmliche Stellung, la situation de report d'incorporation. On est indispensable là où on est. Et donc j'ai mis la gravure, c'est la gravure de Dürer, Anton Dürer, qui figure sur un des livrets de chant. Le chant s'appelle Deutschland Heiliges Wort, tout un programme bien sûr. Et ce qui est amusant ici, moi je ne l'avais pas vu, mais mon collègue allemand me l'a fait remarquer, la gravure d'origine comporte aussi Ritter, Teufel und Tod. On ne voit ni le Teufel ni le Tod, bien sûr. On voit uniquement le Ritter. Voilà. On passe, merci. Le Bezirksschulamt de Molsheim. Donc, Rupert est à la barre jusqu'en 1943. Et son successeur sera Johannes Dietz, qui est peut-être plus connu, qui a laissé plus de traces. Il fait d'abord une formation d'inspecteur à Strasbourg-Campagne très exactement. Il arrive à Molsheim auprès de Rupert le 5 mars 1943, en novembre 1942, mais il est nommé définitivement le 5 mars 1943. Donc il y a une phase intermédiaire où il est stagiaire, il fait des inspections avec l'inspecteur général, qui est un Ministerialrat à Heidelberg, et il est nommé. Alors ce qui est sympathique, vous voyez tout de suite le bonhomme, il déclare quitter l'Église. Ça, c'est son affaire personnelle. S'il n'est pas croyant, bon, vous savez les nazis n'avaient refusé la religion, mais ils se disaient Gottgläubig, ils étaient croyants, mais pas
pas inscrit dans une église ni protestante ni catholique. Mais ça, il le déclare à son supérieur hiérarchique, à Gärtner, ou à Heidelberg, je ne sais plus, à la Zivilverwaltung, à l'administration civile à Strasbourg. Le ministère de l'enseignement est resté à Karlsruhe, mais il y a tout un détachement de service assez important qui s'appelle la Zivilverwaltung, qui gère aussi la Zivilverwaltung, c'est le chef c'est Wagner, Robert Wagner, mais la Zivilverwaltung gère l'enseignement, elle sert aussi les routes, enfin toute l'administration de l'Alsace. Alors l'inspection est relogée dans les locaux du couvent, ce qui veut dire que où sont les sœurs? À votre avis? Où sont les sœurs? Elles auraient dû faire fichu dehors. Hein, on a dit dépouillez-vous, installez où vous pouvez. Des sœurs ont été évacuées. L'inspection, mais il n'y a pas que l'inspection qui s'installe, c'est vraiment, on veut transformer le couvent en un bâtiment laïque qui va servir à toutes les à tout ce qui est administratif, on le reverra tout à l'heure. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que Dietz s'installe à Molsheim. Lui aussi, il trouve un logement au couvent et il achète un tapis à Stiel. Mais la facture portant que le titre en français, Institution des aveugles. C'est ça qui m'a plu. Le tapis, ça va être un tapis en coco, quelque chose. Ça n'a pas coûté très cher, 169 marques, je sais pas. Merci beaucoup, on peut passer. Donc c'est là où Rupert est invité à toutes les manifestations. Les Gemeinschaftsabend. Vous voyez que, par exemple, la fête de Noël à Lutzelhouse ne va pas être la fête de Noël communale. Ça va être la fête de Noël organisée par le parti nazi. Il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de vie religieuse. Tout se passe sous le sein du parti et de la communauté non pas des croyants, mais la communauté des camarades du parti. Ça, c'est le 10 mai 41, c'est pas la fête de Noël, mais ça sera quand même une fête à laquelle est invité. Il y a la journée de Wehrmacht à Mutzig, bien sûr au fort de Mutzig. Il y a la grande camaraderie des compagnons, la grosse Kriegerveranstaltung. Ça se passe au Vereinshaus, donc la salle des fêtes, la salle des associations. Et il y a l'invitation du Offiziersheim Mutzig aussi, le 2 décembre 41. Bon, on peut passer. Voilà. Alors, Rupert est inspecteur, donc il a en charge des écoles. Les écoliers, ce sont ses administrés, ils font partie de ses administrés. Et l'Oberstammführer Radl l'invite au camp du Bann 739 de la jeunesse hitlérienne. Oberstammführer, c'est le gradé de la SS ou de la SA, enfin bon. Je ne sais pas l'équivalence par cœur, il faudrait que je vérifie. Donc ce jeune Radl, bon, sans doute un jeune de 20-25 ans, organise le Sommerlager. Vous voyez là une maquette, une image, où Rupert est prié d'aller rencontrer ses administrés. En avril 1942, ce qui est formidable aussi, a lieu la Verpflichtung der Jugend, c'est-à-dire la cérémonie solennelle par laquelle les jeunes s'engagent dans les organes du parti nazi. La Hitlerjugend, c'est le premier échelon. Hein. Après la Hitlerjugend, c'est le Bund des grands, enfin et puis après, c'est le parti lui-même, ou un des autres organes du parti. Parallèlement, en avril 1942, il y a une cérémonie pour les Alsaciens eux-mêmes, les adultes. C'est Aufnahme Elsässischer Jungvolksgenossen. Voilà. Donc les premiers Alsaciens
prennent la carte du parti. Ils ne sont pas très nombreux sans doute, mais ça n'empêche, on fait une cérémonie. Et il arrivera un moment où les fonctionnaires, les enseignants, en 1944, vont être automatiquement bombardés membres du parti nazi. Il arrivera un moment où les jeunes filles qui sortent de la Lehrbildungsanstalt vont avoir en même temps, elles sont parmi les premières, automatiquement la carte du parti nazi sans l'avoir demandé. Donc il y a vous voyez, un embrigadement qui s'effectue de cette manière-là. On peut passer. Merci, Jean. Donc là, il y a aussi une réunion des maires, Bürgermeisterversammlung, le 20 novembre 1942, et on retrouve des personnalités connues. Adam Klemm, c'est le Landkommissar, donc c'est un sous-préfet en quelque sorte. Lui n'est pas connu, mais la personne connue c'est Schall. Et une autre personne connue c'est Nussbaum. Ça a été les deux Kreisleiter du parti à Molsheim. Alors Nussbaum a mal tourné, puisqu'il fallait le faire quand même. Il a détourné de l'argent, 9400 Reichsmark, parce qu'il était directeur de la librairie du peuple, dans Strasbourg. Et donc on l'a mis, il gênait trop, on l'a mis à l'écart, et c'est Schall qui le remplace. Donc les deux sont connus. Schall parce qu'il a... c'est un Alsacien, Nussbaum aussi. Et après la guerre, il est mort à Karlsruhe. Mais pendant la guerre, Schall était aussi rédacteur au Dernières Nouvelles d'Alsace, avec quelques articles tonitruants en faveur du parti et contre tout ce qui n'était pas parti ou tout ce qui n'était pas l'Allemagne et Hitler. Parce que donc il y a un peu la biographie de Schall ici. En 1927, il fonde la Landespartei avec Karl Roos. Il est le porte-parole et il est déjà condamné à cette époque-là pour séparatisme. Donc il fera un peu de prison. En juillet 1940, il a déjà été mis au camp d'Arche pendant la guerre, dans la drôle de guerre. Il revient avec tous ses un certain nombre de collègues qui étaient dans son cas-là. Il se rallie à Hitler. D'emblée, lui, il signe le manifeste d'allégeance. Il est un propagandiste évident du régime. Puisque vous voyez que le Reich n'a promis ni pain blanc ni vin rouge, mais du travail et de l'engagement. Et l'accueil des Alsaciens a été un véritable plébiscite. C'est une Anspielung, c'est une allusion à 1918, où les Allemands disent les Français ont été bien accueillis parce qu'ils sont venus en amenant du vin rouge et du pain blanc. Donc c'était un humour un peu spécial. Merci, on peut passer. Alors maintenant, là, vous avez une photo de jeunes gens qui ont été pris dans la Umschulung et qui sont quelque part du côté de Karlsruhe. Ils se promènent le dimanche pour visiter la région. Il y a là entre 17 et 20 ans, et l'un d'entre eux, sur la photo, est un ancien collègue à moi. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir la photo. Voilà, on peut passer. La Mittelschule. Maintenant, on passe dans les écoles implantées en Alsace, le système scolaire tel qu'il est implanté en Alsace par l'administration nazie. Les Mittelschulen, c'est les écoles moyennes. Jusque-là, c'est assez banal. Mais par ordonnance du 2 octobre 1940, toutes les Mittelschulen alsaciennes deviennent toutes les EPS, pardon, toutes les écoles primaires supérieures et cours complémentaires deviennent des Mittelschulen. Voilà. Merci. Et donc les élèves qui ont terminé l'école primaire supérieure en 1940 n'ont pas fait
pas toutes fait passer le brevet élémentaire ou le brevet supérieur qui existe à l'école. Le brevet élémentaire, c'est à peu près le niveau du brevet actuel qu'on passe en collège. Le brevet supérieur, c'est 17 ans. C'est un peu inférieur au baccalauréat, mais sur certains points, c'est assez proche du baccalauréat. Et c'était un diplôme assez bien reconnu. Et dans différents domaines, hein, pas seulement l'enseignement général, mais aussi la pédagogie. On pouvait entrer directement à l'école normale. On pouvait aussi faire un brevet supérieur commercial ou industriel, professionnel. C'était un peu les premiers éléments du cursus professionnel en Alsace. Alors, revenons aux élèves. Les élèves de 15 ans ou les élèves de 17 ans n'ont pas pu passer le brevet élémentaire ou le brevet supérieur à cause de l'arrivée des Allemands, de l'occupation de l'Alsace. Certains l'ont tout juste passé, vers le 15 mai, d'autres n'ont pas pu le passer. Donc on retrouve là, par exemple, une Marianne Hegel qui demande l'équivalent qu'il y a le brevet élémentaire, qui demande une attestation. Sœur Bader, la directrice du Sacré-Cœur, le demande pour elle. On a aussi d'autres garçons, Charles Fritsch, Martin Schneider et Jean-René Nel, qui font la même opération, mais à Vaslon ce coup-ci. Et donc, vous voyez, ils sont nés en 1923, ils ont l'âge d'avoir fait le brevet supérieur. Ils obtiennent tous facilement l'attestation demandée. C'est-à-dire que de ce côté-là, l'administration nazie n'a pas d'état d'âme. Ils ont fait une scolarité, on la reconnaît, et puis ils continuent, ils vont soit vers l'emploi, soit ils continuent en école, dans la Lehrbildungsanstalt, faire des études, devenir instituteur. Et vous avez là un exemple d'attestation qui, pour Denise Charton, c'est une fille de Schirmeck, je crois, Meine Tochter, Denise Charton, geboren am 13. November 1924, hat die Cours complémentaire für Mädchen bis zum Abschluss, etc. etc. Elle a fréquenté le cours complémentaire de 1937 à 1940 et elle demande l'attestation. Pas de problème, vous voyez les attestations, elles sont signées, elles sont validées. On peut passer l'image suivante. Ça se complique un peu. Pour d'autres, alors on a par exemple le cas de Theresia Spitz, née en 1924. Elle habite la vallée de la Bruche, la haute vallée de la Bruche, donc francophone, Saint-Blaise. Et à Sankt Blasien, comme disent les Allemands, le maire certifie, on demande au maire de certifier qu'elle est ascendance alsacienne. Alt-Elsässische Abstammung. On retrouve la même idée, mais en disant qu'elle est deutschstämmige Abstammung. Donc entre Elsässische et deutschstämmige, pour les Allemands, ça veut dire la même chose. Vous êtes alsacien, donc vous êtes allemand de souche, parce que vous êtes alsacien. C'est ce qui se passe pour un autre à Belmont, qu'on a transposé en Schöneberg. La situation se complique encore pour André Höhe, parce que le maire de Schirmeck remplit l'attestation, mais elle dit, oui, c'est un métis, Mischling. Sa mère est juive. A-t-il le droit de continuer ses études? La réponse est dit oui, elle a le droit de continuer ses études. On a les lois de l'Allemagne, les lois juives de l'Allemagne ne s'appliquent pas totalement de ce point de vue-là en Alsace, mais la famille est expulsée quelque temps après vers la France, vers l'intérieur. Donc, de la même façon qu'un certain Andrés, qui était instituteur à la claquette, qu'on disait claquette en allemand, et c'est le Schulkommissar, le directeur par intérim
à la claquette qui s'appelle Kauhort, un badois, qui l'atteste. Voilà. Donc vous voyez, on retrouve tout de suite les manifestations du système nazi, qui est de dire que les juifs sont expulsés de l'école, ils sont expulsés du territoire, ils n'ont pas le droit de continuer les études, et de toute façon, ils ne sont pas reconnus. Merci. Alors un mot sur les écoles. Les écoles primaires deviennent la Volksschule. C'est un terme courant dans les territoires germanophones, il n'y a rien de particulier de ce côté-là. Elle s'appelait déjà comme ça en Alsace avant 1918. Il y avait des Volksschulen depuis longtemps. Les écoles primaires supérieures, ce sont les Mittelschulen. Elles vont devenir des Hauptschulen. Dans la même catégorie, il y a les écoles primaires supérieures ou les cours complémentaires où on entre en gros au niveau de la 5e pour faire 2 années après l'école primaire et pouvoir faire l'examen du brevet élémentaire comme les autres élèves de la Mittelschule. Et puis il y a les collèges et lycées qui s'appellent Gymnasium, Oberschule, plutôt pour les Allemands, c'est plutôt pour les Badois. Les nazis, c'est plutôt des Oberschulen. Et les Höhere Mädchenschulen, ça c'est classique. Alors on va voir maintenant cette transformation de la Mittelschule vers la Hauptschule. Donc l'introduction de la Hauptschule qui va se faire à Molsheim en particulier, dans le district de Molsheim. Là, c'est tout à fait intéressant parce que en Allemagne même, le décret sur la Hauptschule a apparu, mais il n'a pas été systématiquement appliqué. On dit qu'il y a une Hauptschule en Bade, c'était celle de Kiel, et encore c'était à Kiel parce que Kiel était rattaché à Strasbourg et qu'il fallait faire aligner ça sur Strasbourg. Donc vous voyez, le développement de cette école ne s'est pas fait en Allemagne, mais s'est fait tout de suite en Alsace pour aller jusqu'au bout de la nazification. Alors on commence par demander quels sont les enseignants qui n'ont pas le diplôme allemand. Et on retrouve là des noms d'enseignants, à Molsheim même et dans les environs. Ce sont des enseignants de la Mittelschule, donc de l'école primaire supérieure. Alors ces enseignants, comme d'autres, suivent un stage de reconversion professionnelle de 3 mois, au moins 3 mois, et aussi une période de 3 semaines dans une Gauschule. Une Gauschule, c'est une école du parti. Et là, ce n'est plus le parti en soi qui la dirige, ce n'est pas l'administration civile du territoire qui dirige cette Gauschule, cette formation-là, c'est le NSLB, c'est-à-dire le Nationalsozialistische Lehrerbund, la Ligue des enseignants nazis. Tous les syndicats ont été regroupés, ils ont été fermés, et priés de se rattacher tous dans cette association d'enseignants nazis. Et on trouve le même phénomène pour toutes les professions. Il n'y a pas que les enseignants qui sont dans ce cas-là. On peut passer. Voilà. Là, vous avez un des manuels de la Hauptschule, Barrett, Vogel, Erblehre und Rassenkunde. Erblehre, c'est la théorie de l'hérédité. Et Rassenkunde, c'est l'étude des races humaines. Donc on entre tout de suite dans le phénomène racial, où on discrimine selon l'hérédité entre les peuples et entre il y a les races pures, les races plus ou moins impures et les races impures. Et puis en bas de l'échelle, il y a bien sûr les musulmans, les juifs, enfin, les musulmans sont loin, ne risquent rien, ils sont loin, hein, mais les juifs ils habitent en Alsace, ils habitent en Allemagne, eux, c'est eux qui vont en pâtir. Voilà. Donc là, on peut passer
Dans la circonscription de Molsheim, on verra que cette circonscription passe depuis la vallée de la Bruche, donc le canton de Schirmeck, Molsheim. Elle s'étend jusqu'aux portes de Strasbourg, en partie, au-delà de Molsheim, vers Dupikheim, Tuttenheim, et ça. Et Rosheim en fait partie, et Obernai aussi. Et puis encore un secteur que j'oublie maintenant. Bon, ça va revenir tout à l'heure. Alors, Rosheim, le maire est prudent, n'est-ce pas, M. Stroessler? Il dit, on avait un cours complémentaire, les élèves quittaient le cours complémentaire à 14 ans. Bon, je ne vois pas l'intérêt d'engager des crédits. On peut très bien envoyer les élèves à Molsheim. Donc, Rosheim ne fait pas partie de la première vague des Hauptschulen, n'en fera jamais partie peut-être. Et c'est zurückhaltend, c'est montré très prudent. Par contre, Rubert prospecte ailleurs, donc c'est l'inspecteur qui est chargé de voir où il peut installer des Hauptschulen. Il va en installer à Molsheim, Schirmeck et Waslon. Alors ce qui est particulier, c'est que dans ces deux communes, la création serait liée à des constructions. Les communes ont demandé des projets d'architectes. En réalité, ces projets d'architectes n'avancent pas très vite. Il n'y a sans doute pas non plus suffisamment d'argent. Et à un certain moment, on dira, on verra ça après la guerre. Bon, après la guerre, les Allemands sont partis. C'est la France qui a repris le dossier. Voilà. Donc l'Alsace est privilégiée pour la Hauptschule. C'est ce que j'avais déjà dit. On peut passer. Alors, la Hauptschule, c'est un schéma de 4 ans. 4 années, à partir de 11 ans, 12 ans. Donc, après, l'élève a fait 4 années d'école élémentaire, il entre en classe de 6e, en quelque sorte, c'est la 6e à la 3e actuelle. Et donc, sous la forme transitoire, les 2 premières années de l'école primaire supérieure actuelle, donc ils deviennent Mittelschulen, qu'on va continuer sous la forme de Mittelschulen. Donc la Hauptschule va commencer progressivement avec les élèves qui entrent dans l'école. Comme langue vivante, on enseigne l'anglais, mais pas le français, bien sûr. Le français est interdit en Alsace. On peut passer. Voilà les enseignants de tout à l'heure. Vous voyez que Molsheim a un directeur qui est Keck, un badois, une enseignante, Reitler Anne-Marie, qui va être dans la formation, retrouvée dans la formation. Bon, vous avez les autres deux Hauptschulen ici sous les yeux. Il y a encore 2 autres qui vont s'y rajouter. Et la caractéristique, bien sûr, c'est que sauf Waslon ou Babst, qui est aussi maire de la commune, se maintient comme directeur, les directeurs sont systématiquement remplacés par des badois. Et que les équipes sont complétées par des badoises, ou par des hommes et femmes. Donc Riegelsperger Roswitha, elle est stagiaire, die Ramsassessorin, Röder Hilde, Zoberlei Fritz, tout ça, ce sont des Allemands. Ainsi que Fischer Bernhard. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cet arrêté sur la Hauptschule? La Hauptschule va être en quelque sorte une transformation de la Mittelschule. Les 4 premières années, donc de l'âge de 12 à 15 ans, c'est la Hauptschule, 4 années, 4 classes. Les élèves peuvent continuer dans ce qui s'appelle encore la Mittelschule, les années 5 et 6, donc c'est à peu près l'ancienne EPS jusqu'à 17 ans. Et les enseignants alsaciens peuvent se présenter, s'ils ont fait parcouru tout ce parcours, les jeunes peuvent entrer à la Lehrerbildungsanstalt, qui peuvent faire la formation d'instituteurs et se préparer aussi à l'examen de Hauptschullehrer, même ceux qui sont déjà en fonction. Cet examen leur donnera bien sûr une qualification et une rémunération supérieure.
Ce qui est particulier pour la Hauptschule, c'est les 4 années, c'est la gratuité de l'enseignement, c'est la fréquentation obligatoire, c'est la LV1 l'anglais, et la possibilité d'internat, au moins dans certaines régions. Mais ce qui est aussi caractéristique, c'est qu'il faut être membre de la Hitlerjugend pour y être admis. Donc les PIMFE, les premiers grades de la Hitlerjugend sont exigés. Voilà. Alors, en mai 41, donc, Obernai s'est ajouté. On voit ici apparaître Obernai comme projet. Il y a des badois. Et les directeurs que je n'ai pas tous identifiés, mais je ne sais pas, Weinreich, ça va être un badois, mais j'en suis pas sûr. La rentrée des Hauptschulen a lieu le 19 mai. Donc, pour un projet qui vient de démarrer en début d'année 41, on est allé très vite. Déjà en mai, on veut le mettre en pratique. Il faut avancer à marche forcée. Il faut que les jeunes entrent tout de suite dans le dispositif et soient formés en que la première vague des enfants soit sur le marché de l'emploi ou de la formation 4 ans après. Mais c'est pas si simple que ça, et on va le voir. D'où le titre, Chi va piano, va sano. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Le dispositif est bien sur le papier, mais dans la réalité, il se transfère mal, il se transpose mal à la réalité. Pour certains secteurs, Molsheim, les jeunes de Molsheim qui viennent de Tübingen, Tuttlheim, ne peuvent pas venir à pied. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de ramassage scolaire. On dit, vous prendrez le train, mais le train ne fonctionne pas toujours comme on veut. Donc en Molsheim, à l'époque, est un nœud ferroviaire pour 4 directions, Saal, Saverne, Sélestat, Strasbourg. Et on est obligé de faire des transpositions parce que de Charles à Berkheim, on va mieux à Waslon par le train qu'à Molsheim à l'époque. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Puisque la ligne de Molsheim, Saverne-Molsheim est fermée depuis longtemps. Elle allait jusqu'à Saverne. Donc les autorités scolaires sont obligées de revoir leur projet. Et elles renoncent à scolariser d'abord des enfants de la Haute-Waldlauruche, des communes montagneuses comme Russ, Oberhaslach, Michelbrunn et Rotho. Mais après avoir claironné Hauptschule ist Pflicht, il est obligatoire, l'école est obligatoire, elles sont obligées de faire machine arrière et d'accepter que des familles gardent les enfants à l'école primaire dans la commune parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est trop compliqué. Ce qui arrive aussi, c'est que le transport est coûteux. Donc la population rouspète un peu quand même. Et les parents disent non, écoutez, je ne peux pas l'envoyer. J'ai besoin d'elle à la maison, elle aide à l'exploitation agricole, etc. Donc le chef de la Zivilverwaltung, c'est CDZ, chef de la Zivilverwaltung, c'est Robert Wagner, décide de financer les déplacements. C'est une décision qui vient après, qui n'avait pas été prévue. Donc il demande aux parents d'avancer l'argent, il va les rembourser. C'est-à-dire qu'en juillet 41, les directeurs se déplacent au Bezirksschulamt, ils emportent une petite pochette et ils transportent les marques dans leur école pour indemniser les familles. Donc vous voyez un peu le système. Je crois que la Cour des comptes actuelle n'autoriserait pas cela. C'était possible. Et là à droite, vous avez une image. Vous avez peut-être pu lire l'écriture Sütterlin. Alle soll helfen, allen soll helfen. Wir eilen, wir laufen, wir sammeln bei allen. C'est l'image des jeunes de l'école qui transportent, qui vont collecter les matériaux usagés, le fer, le chiffon et tout ça, dans les familles, pour le mettre à la disposition de l'administration qui va, bien sûr,
collecter tout ça pour le vendre à des ferrailleurs et retirer de l'argent. Ça va bien ensemble. Via Solon Island, il faut aller vite, mais en général, la réalité prouve qu'on va beaucoup moins vite qu'on ne le voudrait. Merci. Donc la Hauptschule s'est installée progressivement. Et parfois, ça a été pour certains une bonne école, avec un bon enseignant, du point de vue mathématique, du point de vue allemand, dans les disciplines pas trop connectées comme la Rassenkunde, en sport aussi, on pouvait progresser. C'était bien. Mais elle avait donc beaucoup de côtés, comme tout ce qui est nazi, elle avait beaucoup de côtés délicats. La Landwirtschaftliche Berufsschule, donc l'école professionnelle agricole allemande. C'est quelque chose qui n'existe pas en 1940. L'image, c'est une image ici de la page de garde d'un carnet de chant. Wir sind die Männer vom Bauernstand. C'est comme un peu le costume du Bauernbund du XVIe siècle. Et c'est volontaire, hein, c'est pour toujours attaché à la tradition. Et c'est le carnet de chant des lycées, pour les lycéens, des garçons et filles. Et c'est cette école, la Berufsschule, que le ministère allemand a décidé d'installer dès le 27 septembre 1940, donc quelques jours avant l'arrêté sur la Hauptschule, le chef de l'administration civile décide de développer les écoles professionnelles dans toutes sortes de secteurs techniques, professionnels. Il y a bien sûr, et puis aussi agricole, commercial, etc. Ici, le terrain est surtout agricole à l'époque, en dehors de Molsheim. Et l'intérêt du Reich, c'est de développer un système de formation agricole pour que les jeunes restent sur leur territoire. Les familles ont des petites entreprises agricoles. Il y a déjà des ouvriers paysans, ça existe déjà en 39-40. Ici, je ne sais pas, ailleurs, dans d'autres régions d'Alsace, dans le Sud-Gau, ça a existé, c'est attesté. Donc, on veut maintenir les paysans à la campagne. Pourquoi les maintenir? Tout bêtement pour le ravitaillement. Il faut nourrir tout le Reich s'agrandit, il est de plus en plus peuplé, il y a beaucoup de gens à nourrir, l'armée, il faut nourrir aussi l'armée. Donc c'est cet intérêt-là qui pousse à la création de ces écoles agricoles professionnelles et qui fait que le secteur de Molsheim, le grand secteur, le district va être un territoire d'expérimentation. Alors les crédits suivent. Le budget d'ensemble, c'est 262 000 Reichsmark. À l'époque, un Reichsmark, ça valait 2 francs. En 1940, le Reichsmark, c'était 2 francs français. Mais la dévaluation a été appliquée par les Allemands eux-mêmes. C'était pas un fait acquis. Hein. Quand l'Allemagne prend possession d'Alsace, elle décide que le franc est changé à 0,5 Reichsmark. Donc c'est pour les Alsaciens, pour ceux qui avaient des économies, c'est une perte financière. Le budget, donc 262 000 Reichsmark, 17 500 pour Molsheim. C'est assez important. Et j'explique pourquoi. Donc, j'ai expliqué pourquoi. On crée 7 secteurs. Le terme allemand, c'est Verbandsorte, les secteurs. Donc, il y a Saint-Blaise, Marlenheim, Rosheim, Schirmeck, Urmat et Wasselonne. D'abord, on est donc début 41 déjà, dès janvier, deux professionnels allemands sont détachés pour organiser
les Berufsschulen en milieu rural, à la fois du point de vue des locaux et du point de vue du programme. Donc il y a un certain AD pour l'Unterelsass, Fechtig pour Mulhouse et le Haut-Rhin. La formation des enseignants commence, c'est la formation des élèves, des instituteurs. Il n'y a pas encore d'enseignants de l'école professionnelle dans ce domaine-là en Alsace, ou très peu. Donc ce sont souvent des instituteurs de l'école primaire qui vont être envoyés en formation dans une école professionnelle badoise du côté de Heidelberg, je crois, ou de Karlsruhe. Et des Badois aussi, parce que les Badois dont vous avez le nom, c'est ceux qui sont déjà arrivés en Alsace, hein, bien sûr. Alors il y aura 1431 filles et 1114 garçons. Les filles restent davantage dans ces écoles-là, parce qu'elles sont vouées en quelque sorte à aller encore à rester dans leur famille, devenir ménagères, femmes au foyer, ce qui est très contesté aujourd'hui, bien sûr. Les garçons vont plutôt, quand ils le peuvent, vers l'école professionnelle technique, mais il y en a aussi. Alors il y a bien sûr les garçons qui suivent une formation agricole de vacher, d'éleveurs, enfin une formation agricole générale assez poussée, qui est destinée à rentabiliser les terres, rentabiliser donc la production. Ces 2545 élèves sont encadrés par 42 enseignants, hommes et femmes. Et il y a seulement deux enseignants en titre de l'école professionnelle. Il en faudrait au moins une troisième. Alors, pour l'affectation des enseignants, on ne consulte pas seulement l'organisme paritaire des syndicats et de l'administration de l'enseignement, c'est le Landwirtschaftsrat qui est consulté, c'est le Conseil des exploitations agricoles. La profession est derrière. Mais il faut dire que la Chambre des métiers, c'était ça aussi. Hein. C'était pareil en Alsace. Les locaux. Alors les locaux, ce sont surtout des locaux provisoires. Donc les premiers locaux, ce sont les écoles primaires, mais les écoles primaires n'ont peut-être pas assez de place. Il y a une salle peut-être, parfois deux. On se débrouille pour les moyens du bord. Donc on attend un bâtiment démontable à Saint-Blaise et à Urmat. Ça mettra un peu de temps. C'est aussi le cas à Molsheim. Et à Molsheim, vous voyez qu'on va essayer d'installer des classes au couvent. En particulier, l'école Technische Berufsschule, l'école professionnelle technique, avec les apprentis de Triple. J'ai vu que monsieur... Allez, non, j'ai oublié le nom. Un Molsheimien, Oswald, oui, a fait un excellent travail sur les anciens de la machine fabrique Triple, donc de l'usine Bugatti pendant la guerre, qui faisait des véhicules amphibies, oui, merci. Alors d'emblée, on décide que les élèves des classes commerciales continuent à aller à Strasbourg, on ne peut pas les accueillir, il n'y a pas assez de place à Molsheim. Le couvent désaffecté, il faut d'abord retransformer les locaux, et quand on aura transformé ces locaux, on pourra y mettre la Hauptschule, et à ce moment-là, les classes, éventuellement, hein, les autres classes seront dans même des bâtiments démontables dans l'enceinte du couvent. Donc à Obernai, vous voyez que l'école Saint-Richard, elle continue à s'appeler Saint-Richard, mais c'est la Richardis Hauptschule, et Marlenheim, ce sont les anciennes écoles de sœurs. Donc là, on tombe tout de suite sur ce paradoxe de l'époque. Les nazis ont mis les sœurs à la porte, mais en réalité, c'est les sœurs qui faisaient l'école ménagère. Et c'était pratiquement les seuls. Donc on les retrouve, mais il faut voir,
il faut former des sœurs, il faut former des professeurs parce que les sœurs sont parties. Les sœurs vont être réemployées surtout comme infirmières, elles vont faire des formations d'infirmières en Allemagne. Et elles vont être bien sûr en première ligne pendant la guerre pour soigner les blessés dans les lazarets et les hôpitaux militaires. À droite, j'ai tout vu, oui. Donc vous voyez que des formations tout à fait spécifiques pour l'école professionnelle agricole, le forestage, le bûcheronnage, bien sûr, les jardiniers paysagistes, ils avaient un autre nom. Et on met beaucoup de matériel filmique, ça c'est une grande modernité allemande, badoise. C'est ces films qui sont déjà tout préparés pour la formation des jeunes et la formation des enseignants. Donc on met des matériels filmiques à la disposition des écoles, des formations de vachers et des formations de l'agriculture de montagne, Weidewirtschaft. Il y a un effort particulier qui est fait pour la vallée de la Bruche. On l'appelait le Patois-Gebiet. La région, on en parle le patois roman, le patois belge. L'objectif, c'est la formation de la langue, mais en 40, 41 et 42, il y a aussi un manuel spécial dont j'ai retrouvé un exemplaire, mais que je n'ai pas réussi à conserver parce que ils sont très chers. C'est une curiosité. C'est un manuel de passage de français à l'allemand, avec des gravures, des images, des photos, pour apprendre l'allemand aux gens des vallées belges. Il y a aussi le Val d'Orbay, il y a le Val de Lillé, plus au sud, de Mazevaux. Enfin, je ne sais pas si la réussite a été énorme de ce point de vue-là. Je ne crois pas. Ils n'étaient pas très d'accord. Merci. Ceci dit, pour les Alsaciens de la plaine, comme on dit, eux étaient soi-disant, ils savaient l'allemand, il n'y avait pas de problème. Et s'ils ne savaient pas l'allemand, on les a envoyés carrément se recycler en Allemagne. Donc nous, on était, les Alsaciens, on était tenus de savoir l'allemand, puisqu'on parlait le dialecte. Voilà, c'était comme ça. Alors, été 42, il y a une interruption scolaire. Soi-disant, l'hiver a été difficile. Les exploitants ont eu du mal. Il y a des travaux à rattraper. Donc les jeunes seront très utiles dans les familles, dans l'exploitation familiale. Cela cache quand même autre chose. Il n'y a pas assez d'enseignants, donc on préfère faire une pause. Et on a peut-être aussi, 42, les hommes partent à la guerre de plus en plus. Il y a toujours ce contexte-là. Et vous voyez là que donc, pendant l'été 42, les jeunes qui sont de l'école professionnelle agricole sont dans les familles et les professeurs vont être recyclés dans la formation populaire, la formation des adultes et dans les écoles primaires. Là, l'image qu'on trouve dans un manuel scolaire, une jeune faneuse qui fait les foins donc avec la récolte avec sa famille. Merci. Encore une belle photo d'un manuel. Les Allemands étaient d'excellents photographes. Ils avaient un très bon matériel de photo aussi, grâce à les Leica, etc. Et là, vous avez donc le ramassage des pommes de terre. L'été 43, la guerre avance de plus en plus. La Ruhr est bombardée. Il y a des Ausgebombte, des réfugiés chassés de leur domicile parce que les maisons sont détruites. Et on les envoie dans des secteurs paisibles. Donc il y a des réfugiés de la Ruhr qui arrivent en Alsace et dans la vallée de la Bruche, autour de Molsheim aussi. Vous voyez par exemple que les écoles ménagères sont censées, ont l'ordre d'accueillir ces réfugiés. Alors à Wagenbourg, c'est toute petite cellule agricole, là, une toute petite école, une classe, qui développe l'agriculture de montagne, mais aussi où il y a une enseignante allemande, Elfriede Lepp, qui est très engagée et qui accueille la Fachschule für Soziale Berufe, donc l'école professionnelle pour les métiers sociaux,
profession sociale, Dortmund. Et elle dit, ah, mais cette tâche va enthousiasmer nos élèves. Bon, c'est vrai que ça va être quelque chose de pratique à faire. Il faut cuisiner, nourrir, faire la cuisine pour les jeunes, pour les réfugiés. Mais je ne sais pas si les jeunes alsaciennes étaient tellement enthousiastes que ça, non plus. Le matériel, on pourrait faire un développement sur le matériel d'équipement de ces écoles ménagères agricoles. On essaie de retrouver des vieux poêles à charbon de nos grands-mères, il y en a encore un peu partout, qu'on installe dans les salles de classe, avec bien sûr tout le reste, ce qu'il faut pour équiper un lieu de repas, de cuisine et de repas. Été 44. Alors là, de plus en plus, l'école professionnelle agricole se spécialise pour le ravitaillement. C'est ce que les Allemands appellent le Nährstand. Il y a de plus en plus de problèmes de ravitaillement. On le trouve par exemple dans les formations. Il y a des formations à la nutrition. Et vous voyez par exemple tout en bas qu'il y a des formations qui s'appellent Nahrung aus dem Walde, se nourrir grâce à la forêt. Et il est question des Hagebutten, c'est-à-dire des églantines. Il est question des plantes médicinales et des plantes comestibles qui viennent de la forêt. Il n'y a pas que les champignons. Et même des légumes sauvages. Non, par exemple, on cite le cas des orties, par exemple, qui sont très bonnes, paraît-il. Alors là, c'est aussi le cas le moment où le ravitaillement devient de plus en plus difficile et le rationnement aussi. On a ici, par exemple, un exemple d'opération de calcul, de problème de calcul pour les élèves. Je vous le dis en français, l'énoncé c'est si par jour on cache chaque jour dans chaque exploitation agricole 1 litre de lait, combien de litres de lait vont ainsi disparaître, sous-entendu être inemployés pour le ravitaillement de l'ensemble de la population. Cela veut dire que la population agricole, pas plus bête qu'autre chose, essayait de cacher ce qu'elle ne voulait pas donner à la collecte obligatoire, donc qu'elle donnait pour le ravitaillement, pour l'armée, pour les villes, etc. Et puis aussi les citadins qui viennent le dimanche et essaient de trouver quelque chose à manger à la campagne. C'est pas du tout en liaison avec l'école agricole, mais c'est en liaison avec les autres types de classes, c'est la question juive. Il y a un fascicule est destiné aux enseignants au sujet des juifs. Alors, toutes les images, ce sont des images collectées dans les écoles. On avait travaillé les enfants allemands, c'est avant 1937, hein. Les Allemands sur la question juive, on les a bien endoctrinés. Ils font des dessins des juifs, des professions juives, le banquier, le ramoneur, le colporteur, qui sont plus ou moins sympathiques. Et cet album est destiné aux classes, un document à lire en classe sur la question juive. Et comme disait donc Marguerite Gersmann-Forster, qui était une des institutrices barinoises qui avait été détachée en Allemagne et qui est restée en Allemagne pendant toute la guerre pour y enseigner, du côté de Karlsruhe, Nijmegen et ailleurs, il ne faut pas s'étonner que toutes ces rancœurs aient abouti au camp de concentration. Et voilà, c'est à droite l'image en 1935, comme les enfants voient les juifs. Alors je termine là-dessus. Encore 2 manuels pour les écoles primaires. Ce qui m'a intéressé là, c'est la belle gravure.
Il faut savoir que ces manuels ont été composés en un temps record et imprimés et distribués à la rentrée 40 déjà dans les écoles. Donc ils sont tout frais pour les Volksschulen, les écoles primaires d'Alsace. Le texte est intéressant. Ça ressemble tout à fait à une marche, une manifestation nazie. C'est rythmé. Pierre Fayet, nous fêtons le 1er mai, c'est le jour du travail. Toutes les fabriques sortent de longues colonnes, comme des colonnes militaires, qui, sous la musique, jouent des chants de marche, et les bannières étoilées, les bannières, à la croix gammée, sont devant elles. On croirait tout à fait assister à, quand on lit le texte allemand, à un passage de manifestation nazie. Et voilà le calcul. Méthode de calcul pour les classes primaires, 1940. Ça a été préparé en partie pour l'Alsace. Ça a été adapté de manuel allemand, bien sûr. Et vous avez un beau problème qui dit: la Grande Allemagne comptait en 1939 plus de 79 millions d'habitants, dont 69 millions dans l'Altreich. Le retour au Reich de Danzig des territoires de l'Est, des villes d'Eupen-Malmedy, à la limite en Belgique, s'est traduit par une augmentation de la population de 10,3 millions, 10,3 habitants. 7 millions d'habitants vivent dans le protectorat de Bohême et de Moravie. Conclusion, si vous faites le total, en quelque sorte, pourquoi l'Allemagne a fait la guerre? Elle a fait la guerre pour agrandir son territoire, pour reloger les populations allemandes, les anciennes populations allemandes, les Allemands du Banat, les Allemands de la Volga, etc. Et d'autres territoires annexés, de Danzig en particulier. Voilà, vous avez là une belle explication et c'est avec ça qu'on endoctrine les jeunes. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Monsieur Morgen. D'abord, un grand merci pour le cadeau que vous nous avez fait. Vous avez dégoté des archives méconnues qui, évidemment, vont enrichir notre histoire locale, et je compte sur vous pour faire un article que nous publierons dès que possible dans notre annuaire. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je n'en espérais pas tant lorsque je vous ai invité. Et le cadeau est fantastique et je l'apprécie à sa juste valeur. Les questions? Oui, bonsoir. Pour la confirmation, est-ce que vous pouvez revenir sur une des premières vues sur le fameux Rupert qui était à Molsheim? Rupert, oui. Oui, d'accord. Tout au début. Que vouliez-vous savoir? J'ai confirmation de ce qui est écrit sur votre vue. Encore un peu? Non, c'est plus loin. Plus loin. Voilà. Voilà. Encore un peu. Juin 43, il occupe avec sa Encore un peu. famille nombreuse. Encore un peu. Voilà, ça commence là. Voilà, ça commence là. Oui, Rupert, son successeur dit, c'est celle d'après. Qu'est-ce qui vous questionne, monsieur? J'oublierai. Changer. Oui, passer sur la vue suivante. Encore une fois. Voilà, encore une après. En juin 43, donc il occupe avec sa famille nombreuse le Haus Winterberger. Non, c'est plus récent, c'est Dietz. Oui, il occupe la maison. J'ai trouvé ça dans les archives, oui. Oui, donc cette Haus Winterberger, c'est ma maison natale. C'est votre maison natale? Oui. C'était la maison de mon grand-père qui a été expulsé en décembre 40. Ah, voilà. Et ça rejoint les infos qu'on avait au niveau de la famille. Il savait que c'était un institut. Il savait qu'après, il est parti à Wissembourg et à Mannheim. Parce que j'ai encore des documents, des originaux, où mon grand-père, en 1946, a dû aller à Mannheim récupérer des tapis. Pardon? Mon grand-père a dû aller jusqu'à Mannheim récupérer des tapis du mobilier que les Allemands lui avaient pris.
Alors ça, c'est Rupert qui est parti à Mannheim. Oui, voilà. Et c'est Dietz qui est allé qui dit qu'il occupe la Haus Winterberger. Oui. Donc c'est lui, c'est Dietz. Cet Haus Winterberg était donc rue du Fossé et qui est maintenant au 23 rue du Général de Gaulle à Molsheim. Ça c'est super, j'ai noté ça. Et ça a été aussi le premier lieu, mon grand-père était ingénieur des ponts et chaussées, il était nommé en 1920 à Molsheim. C'était le premier bureau des ponts et chaussées à Molsheim. Le premier bureau? Oui, des ponts et chaussées. Il avait son bureau là, il avait au rez-de-chaussée de la maison. Et il est parti ou il n'est pas revenu? Enfin, non, c'est-à-dire il a été expulsé en décembre 40 parce qu'il était déserteur de l'armée allemande en janvier 1915. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il avait dans leur tablette et le 10 décembre, avec Chanoine Bornert, avec plusieurs personnes, beaucoup de personnes de Dorlisheim. Il est parti, elle a été nommée en Haute-Vienne, et il est revenu en 45. Et en 45, ce que je sais aussi, quand il est revenu dans la maison, tout l'intérieur était peint en jaune, du plancher au plafond, où était donc l'éminent Rupert Dietz. C'est le cacadois nazi, ça. Voilà. Mais c'est pas sûr que ce soit Rupert. Oui, enfin, peu importe. C'est peut-être Dietz. Hein. Je sais, c'est peut-être Dietz, mais enfin, je sais qu'il est allé jusqu'à Mannheim. J'ai encore les originaux des laissés-passer. Il est allé à Mannheim récupérer du matériel. Donc, il serait intéressant, maintenant, pour nous, d'essayer de savoir ce qui est devenu ce fameux Dietz. Voilà. Mais je sais que quand mon grand-père est allé à Wissembourg, il était déjà, enfin, ils n'avaient plus rien sur lui. Ils savaient simplement qu'il y avait quelqu'un qui était parti sur Mannheim. C'est comme ça qu'il a été jusqu'à Mannheim. Rupert habitait à la Blumenau, je ne sais pas si c'est un quartier de Mannheim. J'ai trouvé l'adresse Blumenau. Ça, je vais peut-être retrouver aussi. C'est la répertoire de Mannheim, peut-être, je ne sais pas. Et puis... Bon, simplement qu'il y a confirmation de ce que... Enfin, j'ai appris ça aujourd'hui, parce que moi, quand j'ai vu ça à Haus Winterberger, je me dis, moi, il n'y en a pas 36. Ah oui. Enfin, ceux qui sont de Molsheim connaissent. Voilà. Ben, je vous remercie infiniment, parce que grâce à vous, j'ai appris quelque chose. Moi aussi. Et oui, et vous, ça vous touche beaucoup plus que moi, quoi, puisque c'est votre famille qui est impliquée. Donc la Haus Winterberger se trouvait dans la rue du Fossé. Oui. C'est ça, rue du Fossé? Rue du Fossé. Et après, l'avenue Général de Gaulle. Mais écoutez, est-ce que je peux avoir vos coordonnées, parce que ça permet... Oui, on vous les donnera, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Il faut savoir aussi, enfin, si vous avez 2 minutes, ça n'a plus rapport avec... Une question concernant plutôt les enseignants. Est-ce que dans tes recherches, tu as pu retrouver des courriers de la part d'enseignants alsaciens affectés en pays de Bade et inversement, des enseignants badois affectés en Alsace? J'aimerais connaître le ressenti de ces enseignants qui ont passé 3 à 4 ans sur un territoire qui leur était inconnu. Oui, j'ai surtout trouvé des personnes à interviewer. Donc c'est les anciens, surtout des femmes, et parce que les femmes ont une longévité plus grande que les hommes. Et c'est elle que j'ai souvent rencontrée, c'est elle aussi qui avait gardé le plus de documents. Les manuels que j'ai, c'est elle qui me les ont donnés. Et c'est elle qui les avait conservés, pas toutes bien sûr. Donc c'est surtout des témoignages oraux que j'ai transcrits. Des lettres, il doit y en avoir aussi, oui. Et tout mon bouquin, une partie de mon livre est fondée sur ça, comment ils ont vécu en Bade. Ça n'a pas été seulement une vallée de larmes. La vie continuait, je veux dire. Et par exemple, un des témoignages, parce que c'est ça que tu veux savoir, ça. Ouais, d'accord. Un des témoignages de ces jeunes filles-là, que j'ai rencontrées quand elles avaient 85 ans passés, c'était quand on est arrivé dans les villes, c'était tout à fait autre chose. Par exemple, Karlsruhe, Freiburg, il y avait une vie intense, une vie culturelle intense, il y avait l'opéra, il y avait le concert, on pouvait y aller tous les soirs, ça coûtait pas cher.
Pour nous, ça coûtait pas cher. Donc elles ont commencé par sortir beaucoup. Elles ont dit, mais à l'école normale, c'était pas du tout ça. Hein. À l'école normale, il n'y avait pas de garçons. Les garçons étaient avec nous. Et puis, on ne pouvait pas sortir tous les soirs, on n'avait pas le droit. À tel point que il y en a une qui s'est entendue dire par sa logeuse, parce qu'elles habitaient, il n'y avait pas d'internat hein, en Allemagne, elles habitaient comme des étudiantes, elles étaient étudiantes, elles habitaient, donc le statut avait changé, elles habitaient chez des logeurs. La logeuse lui a dit, ah, ihre Mutter wissen würde, dass jeden Abend ausgeht. Si votre mère savait que vous sortiez tous les soirs, qu'est-ce qu'elle dirait? Voilà. Alors là, il y a aussi des Badoises que j'ai interviewées qui sont arrivées en Alsace. Pour elles, c'était un peu différent. Il y en a une qui était particulière. Elle avait 20 ans, la pauvre. Elle était bombardée du côté de Saint-Blaise, ou à Saint-Blaise même. Donc, avec une population qui ne voulait pas parler allemand. Et elle ne savait pas parler français. Elle était logée chez des cheminots alsaciens, donc eux, ils parlaient allemand. Elle était reçue. Ça s'est bien passé pour elle, en fin de compte. Elle a été mutée ensuite à Bernhardsweiler, du côté d'Aubernay. Voilà. Mais pour en savoir plus, il faut que tu lises mon bouquin. Je dis ça tout à fait spontanément, parce qu'en réalité, j'ai plus que 2 exemplaires de livres. Moi j'en prends un. Ah oui, il y en a un pour la bibliothèque du Cercle d'Histoire. Une question et une observation. Vous n'avez rien dit, ou quasiment pas, sur le gymnase. Que se passe-t-il à ce niveau-là? Et ensuite, vous avez montré une photo d'enseignant devant un château, en disant que c'est sans doute Karlsruhe. Si vous remontez l'image, pour moi, c'est le château de Heidelberg. On voit Heidelberg. Oui, on voit bien que les fenêtres sont ouvertes. C'est un château d'accord. qui a été détruit, et c'est le château De quel gymnase parlez-vous? Bien, si vous êtes en lycée, que se passe-t-il pour vous? Ah, au lycée. Les jeunes qui quittent le lycée, eh bien, ils peuvent demander à continuer les études. Donc on a des jeunes gens surtout des témoignages de jeunes gens de ce point de vue-là. Ils sont à Tübingen. L'université de Strasbourg leur est interdite. Je ne sais pas pourquoi. Du moins, il faut être très bien coté du point de vue politique pour aller à l'université de Strasbourg, mais ils sont souvent à Tübingen et ils poursuivent des études dans ce domaine-là. Alors, des études un peu chaotiques parce qu'en même temps, il y a très vite la question de la mobilisation, de l'embrigadement qui va se poser. Ils sont avec des jeunes. Par exemple, j'ai trouvé un théologien, un pasteur protestant du côté de Saint-Louis, qui était lui à Tübingen et qui a été donc dans une faculté de théologie protestante, alors des théologiens protestants, avec des étudiants qui venaient du nord de l'Allemagne, qui étaient très très marqués du point de vue nazi. Et lui, bien sûr, pas du tout. Donc il y avait là des frottements, c'était difficile pour lui, c'était difficile pour eux. Ensuite, très vite, il a été obligé de porter l'uniforme. Donc il y a tous ceux qui sont partis aussi, qui se sont enfuis à Clermont-Ferrand, hein, par exemple. Pas seulement des jeunes qui sont partis en 1939, mais on oublie qu'il y a quand même pas mal d'Alsaciens qui ont essayé de quitter l'Alsace, surtout les jeunes. Et on a des noms très connus comme Marcel Rudloff et d'autres, et des jeunes filles qui sont passées par les Hauts-de-Vosges pour rejoindre Clermont-Ferrand. D'autres sont passés par la Suisse, beaucoup plus nombreux. La Suisse était plus facile pour eux. Et par exemple, certains ont essayé de partir pour continuer l'école française, le lycée français à Lyon. Et puis le maréchal Jean-Pierre Spenlet est arrivé
Il a traversé en 41, 42, il a traversé la Suisse. Il s'est enfui. Et de la Suisse, il est passé à Annemasse et à Saint-Louis. C'était la voie normale d'évasion, ouverte jusqu'en novembre 42, jusqu'au moment où l'armée allemande a occupé toute la zone sud aussi, où là, il valait mieux ne plus se montrer pour un Alsacien. Et donc, le maréchal Jean-Pierre Spengler est arrivé il voulait rejoindre Lyon, mais il n'a pas eu le temps. Il s'est arrêté près de Venise, en Isère, près de Grenoble. Il est tombé sur des militaires français là, qui étaient par là, dont un Alsacien qui lui a dit: comment tu vas pas rejoindre l'armée, tu vas pas te porter volontaire pour l'armée. Et comme ça, il est entré à 17 ans, il est entré à l'armée. Et il a du côté de Corps, jusqu'à ce que l'armée française, c'était encore début 42, jusqu'à ce que l'armée française soit supprimée donc en novembre 42. Et à ce moment-là, il est devenu un indésirable lui aussi. Il a travaillé quelque temps du côté des usines hydroélectriques de la vallée, jusqu'à ce que la gendarmerie lui ait conseillé de repartir. Et plusieurs d'entre eux, par exemple aussi un certain Feltroer, qui était à Roanne, dans un établissement où il enseignait déjà, ils ont rejoint la Suisse, ils sont rentrés en Suisse du côté de Genève, clandestinement bien sûr, et ils ont réussi à passer, et ils sont restés en Suisse le reste de la guerre, dans des camps de travail ou chez les particuliers, et ils sont revenus souvent avec la première armée française, la brigade Alsace-Lorraine, ou bien le groupe mobile armée suisse. Ça, c'est une autre histoire, ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question un petit peu, madame? Bonsoir. Il n'y a pas que les enseignants qui ont été umgeschult. J'avais 2 oncles cheminots qui ont dû passer par Karlsruhe. Et pour un des 2, ça s'est très mal terminé, parce qu'il a été bloqué en Allemagne, alors que l'Alsace était libérée. Il est revenu en mai 1945 comme un squelette. Oui, tout à fait d'accord. Les postiers ont été umgeschult, les banquiers, parce qu'il fallait gérer de l'argent allemand. Tout l'argent que les nazis avaient récupéré en Alsace et qu'ils ont recyclé ailleurs. Par exemple, pour le cheminot, j'ai un Batman de Masvaux qui était à l'école professionnelle, enfin qui était l'école de la SNCF, il était apprenti cheminot en 1939 et il est revenu en Alsace. Et lui a été envoyé à Offenbourg pour se former. D'Offenbourg, il a été envoyé dans la Ruhr, où il était dans des conditions très difficiles, mais il a réussi à se sauver, à revenir en Alsace par les trains, justement, et ensuite à fuir en Suisse. Donc on a souvent des exemples de tels destins. Merci. Oui, Monsieur Morgan, une petite question. Ces personnels éducatifs qui sont venus de l'autre côté du Rhin ont été en Alsace pendant un temps. Est-ce qu'on peut qualifier globalement, alors il y a toujours des exceptions, le comportement de ces personnes plutôt fanatiques ou plutôt soumises à une situation qui leur a été imposée? À votre avis? C'est une question. Mais la réponse est dans la question. Bien sûr, en général, ils n'étaient pas du tout très heureux de vivre ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il y a tout des pans qu'il faut réexpliquer que je n'ai pas abordé tout à l'heure. C'est que être dans une école comme instituteur, une école allemande, pour un Alsacien, ça veut dire, sur place, être pris en charge et être initié au parti, etc. Donc, c'était aussi une opération d'endoctrinement. Fort heureusement, avec le manque d'enseignants qu'il y a eu très vite, les jeunes gens et les jeunes filles, et surtout les jeunes filles,
à partir après 42, on les a laissées tranquilles. Elles ont été nommées dans des postes isolés, bien souvent, où elles étaient tranquilles. Donc la question ne se posait plus pour elles. Mais le point de départ, c'était il fallait subir et passer entre les mailles du filet. C'est comme ça qu'ils ont vécu, à part le fait qu'au fond, la vie était intéressante d'un certain point de vue. Je vais passer la parole à monsieur la dernière. Je voudrais poser une question d'abord, moi, avant d'y aller. La Umschulung a duré 4 ans. Quel est le bilan global que vous en feriez? La Umschulung en soi a duré 2 ans. Oui. Le recyclage, les stages, etc., Oui, 41-42. Mais la période d'enseignement La période nazi, de recyclage en général, oui, c'était en principe, en 42, on était recyclés, on était geschult. et le bilan global de l'enseignement nazi dans les écoles alsaciennes sur 4 ans, en dehors de l'initiative intéressante des écoles agricoles et certaines écoles techniques, le bilan est globalement négatif. Oui. Oui, parce que l'enseignement était... Il n'y avait plus assez d'enseignants. Il y avait un jour sur 2 était férié. Et puis, il y avait d'autres tâches à faire aux enseignants, aux jeunes, comme le ramassage dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi toutes les pans d'endoctrinement, de lecture d'endoctrinement, de formation d'endoctrinement qui avait lieu à l'école. Lire les discours d'Hitler, écouter la radio, écouter le discours à la radio. Tout ça, ça s'ajoutait, donc les anciens n'avaient plus beaucoup de temps pour le reste. Si vous voulez, mon problème, je comprends vos questions. Mon problème, aborder le sujet de l'extérieur, c'est-à-dire sur des faits qui sont produits, on avance progressivement avec l'histoire, c'est aborder le sujet de manière complexe, avec des aspects très différents. Bien sûr, j'aurais pu commencer à faire l'inverse, dire voilà comment ça s'est passé. Donc j'aurais dû faire un cours. J'ai choisi la première solution ce soir. C'est peut-être ça qui vous a étonné. Juste un témoignage. Parler de la famille de l'instituteur qui est dans un village. Donc je parle d'une expérience du côté de Benfeld. Un instituteur qui va faire la Umschulung. Donc déjà il est marié, il a une famille, il est dans l'école du village. Donc il va à Heidelberg où il fait sa Umschulung et où il enseigne entre autres dans 2 écoles. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe avec la famille? Son épouse et ses enfants, ou son enfant, est dans le village alsacien. Alors il est là-bas et tous les 8 jours, il revient pendant le week-end dans son village alsacien, près de Benfeld. Et le dimanche soir, il repart là-bas en train, par les moyens qu'il peut, et il continue toute sa Umschulung de cette manière-là. Simultanément, il est remplacé par un Allemand, mais qui vit une vie extrêmement difficile, puisque tous les gamins de l'école lui font la vie dure. Au point qu'à un moment donné, le maire essaye de faire évacuer l'instituteur allemand, puisque ça devient impossible dans le village, puisque les enfants, ils lui mènent une vie pas possible. Et ça, c'est donc au niveau du village. L'instituteur qui est à Heidelberg, finalement, vous le disiez bien, il y a la vie, il y a une vie culturelle, etc. Et il trouve cela plutôt bien. Il vit ceci sans difficulté. Et quand je lui ai posé la question de l'endoctrinement, il dit ils peuvent toujours le faire, mais ça n'a jamais pris chez nous. Voilà, c'était sa réponse. Et dans les 2 écoles où il a enseigné, à Heidelberg même, il y a un directeur qui était nazi, donc il avait un certain type de comportement, et le directeur de l'autre école était anti-nazi.
Et donc ça se passait plutôt bien. Voilà un exemple d'une personne, c'est mon ancien instituteur qui m'a appris à lire et à écrire, quoi. Voilà. Je vous remercie, c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé en général. Sauf que tous les enseignants badois qui sont arrivés n'étaient pas des cloches, comme celui que vous avez connu à Benfeld, et qui ne sont pas tous fait chahuter. Mais bon, il y a souvent eu... Les enfants ont eu la vie dure, souvent, hein, quand même. Faut pas oublier ça. Il faut que j'appuie ou ça... Oui, bonjour. Moi, je voulais répondre en partie à Laurent. Et ça rejoint ce que dit monsieur derrière. Ma maman est née en 1928, donc elle avait 12 ans à cette époque-là. Et elle a eu 2 enseignants différents. Elle m'a raconté récemment, elle en a eu un où le matin, il fallait apporter le journal, il lisait tout ce qui se passait durant la guerre. Et elle en avait un autre chez lequel elle a appris à écrire le Sütterlin, à apprendre l'allemand. Et ce qu'elle m'a raconté aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont à un moment donné récupéré tous les livres français de l'école et les enfants devaient les apporter à une certaine place, c'était au terrain de foot, et ils ont tout brûlé. Mais mon grand-père a dit « Si bekommen Sie nicht par Paul, cette bière-là ». Et donc, ils ont détruit tout ce qui avait attrait aux Français dans les écoles. Oui, simplement, le ramassage des livres français, ça c'est août-septembre 40 déjà. Hein. C'est tout de suite. Alors bien sûr, tout le monde ne les a pas rapportés, oui. Bon, j'ai juste une petite question. J'ai vu dans vos documents une ville, Radolfzell, près du Bodensee, apparaître. Donc, il y avait aussi des enseignants qui étaient là-bas, des Alsaciens qui enseignaient là-bas. Est-ce que vous avez statistiquement à peu près la proportion d'enseignants qui étaient dans ce côté-là? Sur les 2500 que vous avez... 2500, ça fait 50% à peu près du corps enseignant. Qui était d'Alsaciens, oui. Qui était du côté du Bodensee? Oui, si. Non, pas du côté du Bodensee, non. Oui. Non, tout le bas de Württemberg. Hein. Oui, mais justement... Ah, Bodensee, ils étaient nombreux, mais je ne peux pas vous dire combien. Oui. Non, je n'ai pas fait le calcul. Parce que, bon, mon père y était. Il est né en 15. Et beaucoup de ses camarades de promo y étaient aussi. Oui, c'était un territoire intéressant. Hein. Et c'était le coin le plus tempéré de l'Allemagne. Oui, et comme vous l'avez dit, apparemment, mais on n'a pas trop questionné, hein, mais ça s'est bien passé puisqu'on y est retourné en vacances 1 ou 2 fois encore. Mais par exemple, j'ai beaucoup des kiffers, par exemple, qui étaient du côté du Bodensee, les 2, et ils ont tous les 2 fichu le camp en Suisse. Hein. Bon, pas forcément par la voie la plus directe, mais ils sont revenus en Alsace, ou ils sont passés par Singen. Il y a eu beaucoup de passages en Suisse aussi. Hein. Donc les enseignants jeunes, qui étaient prévisiblement mobilisables, ont essayé de partir hein, le plus possible. Merci, c'est plutôt un témoignage anecdotique. D'abord, je suis Maslon et je vous remercie d'avoir évoqué aussi la situation à Maslon. Il y a des noms qui me parlent, notamment dans le milieu musical, le choral, parce que pratiquement toutes ces personnes étaient soit à la chorale, soit à l'orchestre, donc c'est des noms qui sont connus. Et ma maman a été à la Umschulung, à Mannheim, et elle a fait la connaissance d'une collègue d'infortune, donc elles étaient logées ensemble chez la même logeuse, et ce que j'ai retenu quand elles en parlaient, bon, il y avait les alertes aux bombes, es brennt in O5, puisque à Mannheim tout est comme dans une bataille navale, hein, les rues sont orthogonales. Il y avait ça, ma mère, elle avait surtout l'horreur la phobie du pain noir, qui lui est restée toute sa vie, et sa copine, qui était très coquette, la logeuse l'appelait la poudre tante, parce qu'elle avait tout son assortiment de maquillage, et ça la rendait jalouse, apparemment. Oui, mais souvent, ces jeunes filles étaient dans des familles très, très rigides. C'est-à-dire, la mère de famille était vraiment une cheftaine de la NS-Frauenschaft, de la Ligue des femmes nazies, et il fallait pas rigoler avec elle. Hein. Ça, c'était vécu aussi... dont elles ont souffert, et dont elles ont essayé
de quitter ce logement pour aller ailleurs. Donc vous voyez, c'était souvent très compliqué. Hein. Ok, merci beaucoup. Donc il me reste à vous annoncer les prochains événements. Nous nous retrouverons avec M. Beuler qui est présent dans la salle le 14 avril, je crois, pour parler de l'école d'hier à aujourd'hui, l'école du XVIIe au XVIIIe siècle à la campagne. On se retrouvera le 12 mai, c'est le jour de l'Assemblée Générale, pour écouter M. Mathieu Arnold qui viendra nous parler de la pédagogie selon Jean Sturm et du gymnase. Autre rendez-vous, le 24 mars, il y aura ici au cinéma Le Trèfle une conférence organisée en accord avec nous par le 144e régiment de transmission sur la guerre électronique. C'est une conférence qui est également très intéressante et le commandant du 144e qui part ailleurs voulait clôturer son passage ici. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, si bien. Le commandant qui allait partir à la retraite, non pas à la retraite, qui va partir ailleurs, va donc tenait à nous parler de la guerre électronique, qui pose toujours des questions aux gens de Molsheim, qui voit tous ces antennes sur la colline, et là vous aurez des réponses à vos questions. Alors, chose exceptionnelle par rapport au processus habituel, ne vous inscrivez pas chez Madame Scherzer Sylviane, mais inscrivez-vous directement au cinéma Le Trèfle. Donc vous allez sur le site de Contact Histoire, on vous explique la procédure sans aucun problème. Il me reste encore deux choses à faire. Est-ce que je peux encore dire? Oui, mais je vous en prie. Je voudrais vous remercier pour vos témoignages, qui étaient très intéressants. Ce n'est pas par hasard que j'ai indiqué la rue où habitait ce fameux inspecteur Molsheimois, qui venait de Mannheim ou d'ailleurs, mais je me suis dit qu'il y aurait certainement quelqu'un de l'assistance qui reconnaîtrait l'endroit. La réponse est allée au-delà de mes espérances, c'est que je ne sais pas. J'ai appris toute une histoire derrière, et ça c'est passionnant. Merci beaucoup. Donc je tenais à votre nom, à tous et au nom de la Société d'Histoire, à remercier M. Morgen en lui offrant deux livres, un dont il a parlé. Le premier, c'est donc Trippelwagen, le livre sur les voitures amphibies. Le second, c'est Molsheim à l'époque du Reichsleid et durant la Première Guerre mondiale. Voilà, et comme vous aviez critiqué en préambule le vin molsheimien, je voulais vous en offrir deux exemplaires pour que le haut-rhinois que vous êtes appréciez le vin bas-rhinois qui est au moins aussi bon que le vin haut-rhinois. Querelle éternelle. Voilà. Merci beaucoup.